Le focus du jour nous emmène aujourd'hui en Russie. À quelques jours des législatives, le parti au pouvoir, Russie Unie, est quasi assuré de l'emporter, mais sa cote de popularité est en baisse. Parmi les réformes impopulaires, celle de la santé. Sous couvert d'une meilleure efficacité, le gouvernement a réduit les effectifs, fermé des hôpitaux, avec des conséquences parfois dramatiques. Dans la région de Sverdlovsk, le reportage de notre correspondante Elena Volochine. Revtinsky, une petite ville de 16 000 habitants dans l'Oural russe. En avril 2015, le service des urgences de son hôpital a fermé dans le cadre d'une réforme dite d'optimisation du système de santé. Il y a 6 mois, dans cet immeuble du centre-ville, la fille de Zoya est morte. 32 minutes après avoir fait une crise d'asthme, l'ambulance n'est pas arrivée à temps. D'abord, on a appelé les secours à 23h17, puis à 23h25 et enfin à minuit moins 20. Ils nous ont dit « On n'arrive pas à trouver votre adresse, expliquez-nous ». Le temps qu'on le fasse et qu'ils arrivent, il était trop tard. Elle était morte. Avant, lorsqu'elle faisait des crises et que les médicaments ne suffisaient pas, les ambulanciers ici, à Revtinsky, venaient lui faire une piqûre et tout de suite ça allait mieux. Mais là, elle m'a dit « Ils viennent de la ville d'Azbest. Je ne vais jamais tenir jusqu'à leur arrivée. » Envoyés depuis Azbest, situé à 20 km, les ambulanciers ne connaissaient pas les lieux. Sa voisine Yulia, elle, a perdu sa belle-sœur Katia, décédée en février d'un arrêt cardiaque, faute d'envoi d'une ambulance équipée pour la transporter vers Azbest. Les secouristes nous l'ont dit littéralement, notre véhicule n'est pas adapté pour la transporter. Alors ils ont essayé de la ranimer ici. Elle a réussi à tenir 2h30. 2 semaines plus tard, le mari de Katia s'est suicidé, victime collatérale d'une réforme qui promettait pourtant de rendre la santé publique plus efficace. Fin 2012, l'État russe ordonne aux régions d'optimiser le système. En périphérie, les hôpitaux ferment, officiellement, pour moderniser l'offre de soins dans les villes plus peuplées. Mais à la clinique d'Azbest, les patients font toujours la queue dès 6 h du matin, devant les portes encore fermées. C'est très difficile de voir un médecin. À la réception, on nous dit « Venez à telle date ». On vient, ils inscrivent 4 personnes et c'est fini. Il n'y a plus de place, qu'ils nous disent. De venir comme ça tout le temps pour rien, c'est un calvaire. Ce n'est même plus de nos maladies qu'on souffre, mais de ce calvaire. Même une personne saine en tomberait malade. 5 minutes, montre en main, après l'ouverture de la clinique. Les inscriptions sont déjà closes. Regardez madame, j'ai fait la queue et on m'a dit qu'il n'y avait pas d'inscription pour l'endocrinologue. Alors que faire? Ça fait 1 an que j'essaie d'avoir ce rendez-vous mais il n'y a rien à faire. Pourquoi un tel manque d'effectifs? Le directeur de la clinique a refusé de nous répondre. Une cardiologue a bien voulu témoigner pour nous, à condition de rester anonyme. Cette soi-disant optimisation implique une réduction des effectifs qui va des postes d'infirmières et aides-soignants jusqu'aux médecins. Lorsqu'un hôpital ferme, les capacités d'accueil de la clinique principale du secteur n'augmentent pas. Les médecins démissionnent et partent chercher du travail dans les cliniques privées, car c'est impossible de subir une telle pression en ne gagnant que 200 € par mois. Avec cette optimisation, nous sommes arrivés au point où les gens ne peuvent plus se faire soigner. Début 2015, la Cour des comptes russe publie un rapport accablant. L'année précédente, 90 000 postes de médecins étaient supprimés, 17 000 localités n'avaient pas d'infrastructure médicale et 1,5 million d'appels aux urgences n'avaient pas abouti à l'envoi d'une ambulance. Depuis, aucune statistique officielle ne fait état des conséquences néfastes de cette réforme. Face au désespoir des patients et du personnel médical, à la veille des élections législatives, le parti de Vladimir Poutine tente néanmoins de défendre son bilan. У нашей партии имеются серьезные успехи в развитии отечественного здравоохранения. Я
J'aurais tort de dire qu'aucune erreur n'a été commise durant ce processus d'optimisation. Nous le constatons, nous en sommes conscients. Mais nous dialoguons avec nos administrés. Nous nous rendons sur place et parlons de ces problèmes. Et nous constatons, au cas par cas, que parfois il y a une grande distance entre le centre de soins qui a fermé et l'hôpital le plus proche. Grâce à cela, nous arrivons à rouvrir les centres qui ont été fermés par inadvertance. Dans cette région, le gouverneur a ordonné un audit afin de rectifier des mesures prises à la hâte pour pallier le déficit budgétaire. Des mesures très mal vécues dans les zones rurales où les Russes manquent déjà souvent d'un accès aux soins vitaux. Voilà pour ce reportage édifiant. On va poursuivre la discussion avec notre invité Cyril Brett. Bonjour, merci d'être avec nous. Merci à vous. Vous êtes maître de conférences à Sciences Po et fondateur du blog Eurasia Prospective. D'abord, qu'est-ce qui a motivé cette réforme du système de santé au départ ? Il y a un motif structurel, un motif conjoncturel. Un motif structurel, c'est que le système de soins russe n'a pas achevé sa mue pour passer d'un système soviétique tout étatisé, gratuit, à un système où la notion de coût et la notion d'optimisation prime. Et la raison conjoncturelle, c'est évidemment les difficultés des finances publiques russes, tout particulièrement à l'échelon local. On a beaucoup parlé ici sur ces plateaux à juste titre des difficultés à l'échelon fédéral, mais à l'échelon local c'est encore plus difficile, d'où la nécessité, comme dans beaucoup de pays d'ailleurs dont les populations vieillissent, on le voit très très bien dans le reportage excellent de Elena Voloshin, dans ces pays comme dans le nôtre, un redéploiement dans les territoires, un redéploiement selon les spécialités et un redéploiement des plateaux techniques est nécessaire. En Russie aussi, on voit que l'exécution laisse à désirer. On voit un exemple ici dans ce reportage, une ville en particulier. Est-ce que ça vous semble représentatif de ce qui se passe un peu partout en Russie ? Alors, cet oblast ou ce rayon sont très très bien choisis parce qu'ils sont symptomatiques de ceux qui sont éloignés des grands centres industriels où se concentrent les populations jeunes, les populations riche, c'est-à-dire capable d'accéder à des soins sophistiqués. Et il est très symptomatique dans la mesure où, on le voit bien, les grands usagers du service de soins russe, ce sont les personnes âgées qui ont été habituées à ce que le système de santé soviétique prenne tout en charge à un coût nul. Et c'est le grand défi qu'a essayé de relever Vladimir Poutine depuis les 15 ans de ces différents mandats. C'est un électorat qui, normalement, vote Poutine, celui-ci. Et c'est le point par lequel il est sans doute en train d'éroder un peu, votre reportage le montrait bien, son électorat typique. Donc, ces villes d'importance moyenne, éloignées de la Russie incluse dans la mondialisation, et peuplées de personnes âgées ayant des difficultés d'accès aux soins. Est-ce que le gouvernement commence à reconnaître les problèmes qui se posent du fait de cette réforme ? Il est obligé de le faire, mais vous savez que le rapport des pouvoirs publics russes avec l'information est difficile. On n'est pas dans un système de censure, mais on est dans un système où la capacité de la société civile à s'exprimer via les médias est difficile. On est en période préélectorale, moins pour les élections dans quelques jours que pour la prochaine séance présidentielle. Je pense qu'il sera de plus en plus difficile au pouvoir public d'admettre que la situation ne s'est pas améliorée. Mais est-ce que la lente baisse dans les sondages de la popularité du parti au pouvoir, Russie Unie, du parti de Vladimir Poutine, c'est de nature à inquiéter le Kremlin ? Non, le modèle politique russe, les traditions politiques russes et le système politique russe, ajouté à l'extrême ingéniosité, l'extrême volontarisme des leaders russes, font qu'il y aura des tassements, bien évidemment, il y aura des remontées aussi, et les initiatives sur la scène extérieure jouent un rôle très très important aussi pour l'électorat, de sorte qu'il est peu probable que les difficultés avérées en matière d'accès aux soins, mais aussi dans d'autres domaines, et notamment accès à l'éducation, puissent avoir une répercussion dans les urnes. Un mot justement de ces élections de ce week-end, de ce dimanche. Est-ce que c'est joué d'avance totalement ? Est-ce que l'opposition, on peut le dire, est quasiment muselée en Russie aujourd'hui ? Alors l'opposition a la portion très congrue, effectivement.
les rares parlementaires de l'opposition qui vont être élus seront ultra minoritaires. Le problème, c'est le problème de l'offre politique, en fait. C'est qu'il n'y a pas actuellement d'offre politique alternative, et quand elle émerge, elle est soit trop basée à l'étranger, soit trop liée à des cercles particuliers, des anciens oligarques, et ne parvient pas à percer. L'assassinat de Boris Nemtsov l'année dernière et les déboires de tous les opposants montrent que l'offre politique russe n'est pas en passe de se renouveler, de sorte que je ne sais pas si c'est un scrutin qui est déjà joué, mais enfin c'est un scrutin dont l'issue est assez peu incertaine. Oui. Merci beaucoup Cyril Brouette d'être venu ce midi sur le plateau de France 24 dans Paris Direct. C'est la fin de ce focus, restez avec nous, on marque une courte pause, on se retrouve dans un instant, le journal de 14h30.